Merci de nous rejoindre donc pour participer à ce webinaire autour du thème de l'externalisation en cette sortie de crise du Covid-19 qui sera présenté donc par l'entreprise Akigora avec ses dirigeants Guillaume Mousset et Barbara Chénaud, et aussi l'intervention de Patrick Audy, expert chez Akigora entre autres. Je vais leur laisser la parole dans un instant. On va consacrer un temps à la fin de l'intervention pour les questions-réponses. Je vous invite déjà à poser vos questions directement sur l'onglet qui est sur votre droite. Et puis nous lirons les questions et nous y répondrons à la fin de l'intervention. Je pense qu'on peut y aller. Je vous laisse la parole. Voilà. Moi, je vais partir un moment, mais je reviendrai tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, Akigora, je vais me présenter dans un instant. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'être accueillis par Caroline et Véronique de la part du MEDEF. Donc, on les remercie bien et on va vous présenter effectivement les solutions d'externalisation en sortie de Covid-19. On pense le faire en 3 étapes. La première étape, c'est la situation actuelle et les challenges à venir. Deuxième étape, que signifie externaliser? Et la dernière étape, c'est les exemples de solutions concrètes qu'on peut rencontrer. Donc, rebonjour. Donc, nous sommes 3, comme nous a présenté à l'instant Véronique. Donc, je suis Barbara Chénaud, directrice commerciale chez Akigora. Ensuite, Guillaume va présenter. Guillaume. Bonjour à tous, c'est Guillaume Mouzet, je suis le fondateur d'Akigora et je suis ravi de vous aujourd'hui. J'espère qu'on va vous apporter des informations utiles et qu'on pourra avoir un échange riche. Bonjour, je passe la parole à Patrick. Bonjour, Patrick Audy. Donc, je suis expert maintenant en liaison avec Akigora dans les domaines finance PME. Qui prend tout le scope de la finance, OSI et ressources humaines, le cas échéant. Donc souvent bras droit des directeurs d'entreprise et très présent auprès des TPE-PME. D'autre part, en fait, on vous fait juste un rapide tour d'horizon pour Akigora, juste pour vous dire qui sommes-nous, pour certains qui ne nous connaîtraient pas. Donc, nous sommes une entreprise, un cabinet de conseil qui permet de mettre en relation via une plateforme web les entreprises et les experts. La particularité d'Akigora, c'est que les experts ont plus de 20 ans d'expérience. Donc, c'est ce qui leur permet d'avoir un maximum d'efficience et d'aider au mieux les entreprises. Nous définissons 4 domaines, aussi bien le conseil, qui est le premier domaine que nous privilégions, qui a découlé sur des managers de transition, parce que souvent c'est sur un temps partagé qu'il y a une intervention en entreprise, et aussi les domaines de la formation. La formation, pourquoi? Parce qu'en fait, l'expertise de nos experts est de plus en plus demandée par les écoles supérieures, et donc on intervient de plus en plus sur le domaine des écoles supérieures. Et on a découlé naturellement parce que suite à la qualité des échanges qu'il y a pu y avoir en entreprise, les entreprises nous ont demandé de les accompagner sur la partie recrutement. Donc, ce sont les 4 domaines sur lesquels on intervient. Ces 4 domaines ont un point commun, le fait d'avoir les valeurs Akigora, d'être aussi bien responsable, d'avoir du partage et de la passion. Donc, ce sont vraiment les appuis qu'on peut avoir chez Akigora. Alors, le point d'actualité qu'on peut faire par rapport au Covid-19, c'est sans grande surprise pour vous, c'est qu'en fait, actuellement, l'État est intervenu fortement dès le début de la crise du Covid-19, la crise sanitaire, pour pouvoir revenir en appui pour les entreprises, pour éviter justement une crise économique. Donc, on a démarré en moyenne à 5 millions de chômage partiel et on peut finir à 12 millions au bout des 2 mois, ce qui est quand même assez colossal et jamais vu auparavant en France ou même ailleurs. Donc, ça a été la première motivation qu'a pu avoir l'État face au confinement. On se rend compte que ça a engendré une perte financière de 60 milliards d'euros par mois, ce qui est énorme.
et une baisse de la consommation qui a été malgré tout temporisée parce qu'elle était à moins 18%. Elle aurait pu être beaucoup plus forte. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour l'après, l'État a prévu des prêts bancaires, donc les PGE auxquels vous avez sans doute fait appel pour être sûr que vous ne perdiez pas vos trésors de guerre, hein, parce qu'il faut rappeler quand même une chose, avant le Covid, les entreprises étaient plutôt dans le vert. Le dernier trimestre 2019 a été excellent, ainsi que le premier trimestre 2019, et soudainement est arrivée cette crise qui a un peu remis les cartes en place. Et justement, aujourd'hui, on pense que l'externalisation peut être un point d'accroche qui peut permettre aux entreprises de répondre à cette difficulté qui peut être temporaire si elle est bien gérée et qui peut être plus complexe si elle est mal gérée, parce qu'on estime qu'actuellement, il y a un risque que 20 à 25% des entreprises puissent se fermer suite au Covid-19, à la crise du Covid-19. Donc, je pense qu'on va vous donner des exemples aujourd'hui pour éviter justement qu'on se retrouve dans cette complexité. Je passe la main à Guillaume. Guillaume ? Alors aujourd'hui, ce qu'on a observé j'ai un petit peu de temps de latence, hein, je crois que c'est normal. J'ai un tout petit peu de temps de retard. Donc si je peux y aller. Aujourd'hui, ce qu'on a pu observer en échangeant avec de nombreuses entreprises, suite aux entreprises avec qui on échange depuis le début de cette crise, on essaie d'être au maximum présent. On a observé vraiment à l'intérieur des entreprises 5 fonctions qui sont très très fréquemment sollicitées. Bien sûr, la production, bien sûr, la relation client sont toutes touchées, mais ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a un gros besoin d'accompagnement et d'aide en termes d'accompagnement sur de la finance. On parle d'efficience aussi, puisque en termes de productivité, en termes d'organisation, en termes de cost killing parfois, on a des tensions. Les ressources humaines sont également évidemment en première ligne avec la notion de complication, complexité de tout ce qui est fiche de paye en ce moment, chômage partiel. Mais le nerf de la guerre, le commerce et le marketing restent également des sujets très très fréquemment sollicités avec des questions très pertinentes, très concrètes de la part des entreprises qui sont aujourd'hui bien challengées avec cette crise. Donc on a voulu aujourd'hui, pour concis et précis, nous vraiment focaliser sur ces 5 fonctions qui sont aujourd'hui en première ligne. Non pas qu'on oublie les autres, bien évidemment, mais ça permet un petit peu d'illustrer nos propos et de où on peut aller. Donc ça, c'était pour la partie défi d'aujourd'hui. Maintenant, on est surtout aussi tourné vers les défis de demain. Suite à cette crise sans précédent, on est vraiment là pour aujourd'hui discuter non pas de plan de défense, mais de plan d'attaque. Effectivement, le but ultime, c'est de relancer le business. Donc, il y a quelques entreprises qui vont avoir beaucoup de difficultés, quelques entreprises qui ont la chance d'être moins touchées et quelques entreprises qui sont très affectées par cette crise. Donc, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est respecter les gestes barrières, prendre soin de soi. On ne reviendra pas là-dessus. Là, on est plutôt focalisé sur la crise économique aujourd'hui. Et notre objectif, c'est vraiment de relancer au maximum les entreprises avec un maximum d'actions. Hop. Ouais, j'ai l'écran qui s'est éteint, mais ça revient. Donc, donner comme exemple de relancement suite à cette crise, ça peut être typiquement de travailler sur le digital, qui est vraiment aujourd'hui en train d'accélérer. Ça peut être la recherche d'opportunités commerciales en ayant un autre spectre, en pensant en dehors de la boîte, comme certains disent. Et puis, ça va être aussi d'avoir une offre concrète, tout à fait lisible. Et pour cela, on s'appuie. On parle d'appui, on parle d'accompagnement, on parle d'être épaulé, et c'est ce que vous venez chercher notamment chez le MEDEF. Donc, c'est vraiment les premières actions qu'on a pu lister pour relancer le business. Ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un bon moment pour challenger la vision de l'entreprise, et la réussite passera vraiment par là. Communiquer sa vision, être présent et bien anticiper, savoir se repositionner s'il le faut, peut-être un petit peu pivoter, peut-être saisir l'opportunité, faire preuve d'opportunisme parfois, mais prendre surtout un petit peu de hauteur en requalifiant si nécessaire la vision de l'entreprise et le cœur de métier.
un gros focus sur les valeurs et les marques RSE qui vont être fortement challengées, hein, avec le discours social et avec des situations qui sont un petit peu différentes, hein, sur le terme de l'organisation du travail. Ensuite, bien sûr, si on veut challenger, si on veut changer, si on veut essayer de ne pas rester trop la tête dans le guidon, on parle de créativité et de structuration qui va nous permettre de gagner en efficacité sur les process et de rebattre les cartes, puisque un exemple très très simple, hein, c'est la notion de télétravail, où récemment Google et Facebook expliquaient qu'ils n'allaient pas revenir au bureau avant 2021. Et donc là, par exemple, la notion de télétravail prend toute son importance. Voilà un petit peu pour cette première partie sur une situation rapide et globale vis-à-vis de la situation actuelle économique par rapport au Covid. On n'a pas voulu trop s'épancher parce que je pense que vous êtes déjà, c'était de refaire un petit point sur des gros chiffres quand même, hein, 12 millions de personnes au chômage partiel, c'est pas rien, et puis de vous apporter un petit peu des éléments qui vont nous permettre d'expliciter plus de choses dans la deuxième partie que je vais laisser présenter par Patrick. Oui, donc qu'est-ce que ça signifie externaliser? Bon, c'est un mot très courant, on l'appelle aussi sous-traitance ou outsourcing, mais en fait c'est le transfert d'une partie d'une fonction ou d'une fonction tout entière vers un partenaire extérieur ou société de conseil. En gros, on s'aperçoit que 82% des entreprises françaises externalisent au moins une fonction de leur activité. Et donc, ça veut dire que ce ne sont pas que les grands groupes ou que les toutes petites entreprises. Quelques chiffres, en France, les TPE et le PME sont 77% à recourir à l'externalisation de tout ou partie, les ETI 80% et les grands groupes, où là c'est beaucoup plus répandu, 90%. Mais c'est une tendance qui est à la hausse, puisqu'on a constaté depuis 2017 une croissance de 11%. Et donc, on se rapproche donc un peu des pays anglo-saxons ou germaniques qui ont davantage recours. Tu me dis si c'est bon pour toi. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pardon. Alors, pourquoi recourir à l'externalisation? Là encore, ce sont des statistiques. 40% y recourent pour établir un gain budgétaire pour obtenir des objectifs d'économie de coûts qui vont parfois jusqu'à 33% sur 3 ans, ce qui n'est pas neutre. Des gains de productivité et de flexibilité, un recentrage et focus sur le cœur du métier pour permettre à l'entreprise de se concentrer sur son business et laisser certaines fonctions support à d'autres. Une absence de compétences sur certains domaines. Donc ça représente 14%. Des besoins d'innovation, donc c'est aussi faire recourir à des compétences que l'on n'a pas ou que l'entreprise n'a pas. Des besoins d'innovation de métier et une amélioration de la qualité du service, toujours pour améliorer le business. C'est bon, bah voilà. Alors, un consultant, c'est quoi? C'est un prestataire de services en conseil, mais aussi opérationnel, qui intervient de façon indépendante et donc qui n'est pas, je dirais, lié à l'organisation interne de l'entreprise immédiatement, avec un savoir-faire avéré, sans pour autant être le spécialiste du métier de l'entreprise. Et par contre, compte tenu de son expérience, et notamment chez Akigora, où les experts, comme le disaient Barbara et Guillaume tout à l'heure, ont plus de 20 ans d'expérience, ils sont immédiatement opérationnels et connaissent, ont une forte expérience de leur métier, de leur spécialisation. Alors, je vais reprendre la main. En ce qui concerne, en général, l'entreprise, la difficulté, c'est de savoir pourquoi elle va externaliser. Quel projet externaliser? Parce que bien souvent, l'entreprise nous dit, mais oui, effectivement, l'externalisation est un très beau projet et effectivement, ça peut être une nécessité chez moi, mais pour l'instant, je n'ai pas de besoin. C'est souvent qu'on l'entend. Nous avons pas mal d'intervenants aujourd'hui qui sont dans les cabinets de conseil, doivent l'entendre régulièrement comme remarque.
Alors, comment on définit si on a besoin d'un projet externalisé? Il y a 3 niveaux de questionnement qui peuvent venir. Le tout premier, est-ce que l'entreprise possède le savoir-faire en interne? Ça paraît évident, mais c'est quand même la première question de base. Et est-ce que l'entreprise maîtrise cette compétence? Alors, je m'explique la différence entre le savoir-faire et la compétence, la maîtrise de compétence. Parce que vous allez me dire, si on a le savoir-faire, on maîtrise la compétence. Oui, sauf dans des cas particuliers comme la conduite du changement, donc une entreprise. Même si on a le savoir-faire, dans le cadre de la conduite du changement, il peut être apprécié d'être accompagné et plus productif et plus réactif, que quelqu'un de l'extérieur vienne, accompagne et permette à l'entreprise d'aller de façon efficace et montre à ses salariés et à ses clients, à ses fournisseurs, qu'elle est opérationnelle sur ça. Et après, tout de suite, elle peut reprendre son savoir-faire. Donc, ça fait des interventions qui sont de temps très court et ponctuels, mais qui aident l'entreprise à montrer son efficacité. Est-ce que l'entreprise a les ressources internes suffisantes pour le déploiement? Parce que parfois, on a les ressources, mais finalement, sur une période où on a une demande qui est très forte, il est intéressant de faire venir une ressource extérieure, pour permettre justement de confirmer et accélérer le projet, et donc un gain de temps. Est-ce que les équipes ont besoin de nouvelles idées? Là, c'est la deuxième approche, parce que souvent, on est sur des périodes un peu difficiles. Le Covid peut être un bon exemple. Et sur des périodes difficiles, il est intéressant d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui arrive avec un nouveau souffle, avec un bon recul. Et donc, est-ce que les équipes ont besoin de nouvelles idées d'innovation? Est-ce que l'entreprise délègue cette ressource pour ensuite l'intégrer? Parfois, il peut être intéressant. Je pense que Patrick est un bon exemple qu'il a connu à Marseille, où il a pendant une bonne année est intervenu pour structurer un service financier. Et une fois que ça a été structuré, eh ben, on va faire rentrer la ressource en interne. Donc ça peut être vraiment intéressant parce que l'entreprise gagne du temps aussi. Et quand la personne arrive, elle est tout de suite opérationnelle. Donc, et comme ça, l'intégration se passe extrêmement bien et rapidement. Est-ce que la réalisation du projet doit être parfaite et efficace? Alors, je m'entends aussi par rapport à ça, c'est que souvent, il y a des projets qui sont un peu secondaires. Mais quand vous avez un dossier qui est extrêmement stratégique et qui doit répondre dans un temps très court et d'efficacité, à ce moment-là, ça peut être intéressant de faire revenir un expert ou un consultant, un indépendant pour soutenir. Après, il y a un troisième lot de questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est vital pour l'entreprise? Il y a des fois, ça ne l'est pas. Donc là, ça ne justifie pas, mais quand ça l'est, ça peut être intéressant et ça peut faire gagner du temps. Est-ce que c'est stratégique? Quels sont les deadlines de l'entreprise qui se sont fixés? On revient un peu sur le fait d'avoir toujours cette ressource externe qui vient en appui. Et est-ce que c'est urgent et est-ce que c'est prioritaire? En fait, en général, quand vous avez réussi sur une feuille blanche, vous posez toutes ces questions-là. Bien souvent, vous êtes effectivement sur un temps qui doit être assez rapide, efficace et productif. Pour gagner en productivité, l'intervention externe peut être une très bonne solution. Donc souvent, on invite à prendre une feuille blanche et prendre 5 minutes et de poser des questions qu'on peut avoir pour savoir si effectivement vous avez besoin de compétences externes. L'autre chose qui va intervenir, ça c'est la partie projet, mais il y a un deuxième aspect, c'est le choix de décision du dirigeant ou du manager. Parce que dans les entreprises de plus de 50 salariés, ça peut être aussi le top management qui intervient. Est-ce que je souhaite faire moi-même cette intervention? Est-ce que cette mission fait partie de mes missions quotidiennes et je souhaite la faire moi-même, sans aide? Et même si elle est exceptionnelle, malgré tout, je veux la faire moi-même. Est-ce que je délègue en partie ou totalement pour me centrer sur mes priorités? Mon expertise métier. C'est vraiment la deuxième question qui peut venir et la toute dernière. Est-ce que je me forme pour m'approprier cette compétence et pour être encore plus fort par la suite? En fait, tout ceci soulève un point. Si l'entreprise veut gagner en productivité, c'est les questions qu'elle doit se poser pour pouvoir être efficace par la suite. Donc l'externalisation, souvent, est une source de gain de productivité, parce que quand on parle de gain de temps, eh bien, c'est aussi un gain de productivité et d'efficacité qu'il faut entendre. Et après, on va voir les autres points, les autres bénéfices qui peuvent arriver que Guillaume va vous présenter. Donc, les bénéfices pour l'entreprise et le dirigeant. Vous êtes en décalé, Guillaume? On va récupérer. Guillaume? Je peux commencer si tu es en décalé.
Alors, il faut savoir que je n'ai pas de visibilité, j'ai juste les PowerPoint, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc, je vais Allô, continuer par... allô, allô, Oui, allô, allô, c'est... allô. Merci. C'est bon, c'est juste que le microphone je désactive pour ne pas faire de bruit quand vous parlez et le microphone m'était long activé, donc j'ai un petit peu de latence. Veuillez m'excuser. On peut y aller. Donc maintenant qu'on a parlé de quelles questions on pouvait se poser, parce que ça nous paraissait vraiment important pour vous de se dire, ok, pourquoi je dois externaliser ou pourquoi je peux externaliser, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je maîtrise en interne, qu'est-ce que je lègue. Et maintenant, on va pouvoir évoquer plus en détail les bénéfices de l'entreprise qu'on a déjà un petit peu évoqué rapidement quand tout à l'heure on a parlé des raisons d'externaliser, avec notamment 40% des gens qui répondaient bah, ça me fait économiser de l'argent, vu que je gagne du temps, vu que j'ai pas besoin de recruter, vu que je peux être plus flexible, on va aborder les autres raisons et les bénéfices pour l'entreprise et pour le dirigeant. Donc évidemment, pour l'entreprise, la première raison et les bénéfices, réactivité, puisqu'on fait intervenir quelqu'un qui est déjà passé par là. Alors juste, excusez-moi, j'ai un petit peu de retour, un peu coupé son micro, ça me fait un petit peu de bruit, merci. Donc je parlais de la réactivité. Ça permet d'aller beaucoup plus vite sur un sujet puisqu'on va faire intervenir quelqu'un qui maîtrise ce domaine et qui va pouvoir tout de suite apporter son expérience, évidemment. Ensuite, on parle de gestion de risque. Effectivement, quand on pense à un sujet qu'on souhaite aborder sur lequel on n'a pas encore tout de suite la maîtrise, passer par quelqu'un qui maîtrise, qui va apporter une ou plusieurs personnes, d'ailleurs, hein, plusieurs compétences, ça va permettre de s'assurer qu'on va éviter de mauvaises surprises. On va avoir du coup quelqu'un qui vraiment prend en charge tout le projet. Et du coup, on minimise les risques en faisant qui va prendre en charge la totalité, comme je disais, et qui est surtout en connaissance des potentiels risques et va pouvoir les contourner. Bien sûr, la notion de conduite du changement, c'est assez évocateur, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais plutôt parler de la communication, puisqu'on pourrait se dire ah, c'est un petit peu compliqué, c'est quelqu'un qui va pas forcément connaître l'entreprise. En fait, en général, les entreprises expriment vraiment un gain en termes de communication, puisque ça permet vraiment d'expliciter le projet à toute l'équipe. Ça permet aussi d'avoir un discours unique et ça permet surtout de mieux montrer les efforts mis en place par l'entreprise pour approprier de nouvelles compétences, pour développer un nouveau projet ou pour résoudre une difficulté temporaire. Et bien sûr, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, l'entreprise fait preuve de flexibilité en externalisant certaines de ses fonctions, certaines de ses tâches, puisqu'elle va pouvoir, le cas échéant, les stopper s'il y a une nécessité d'arrêter pour cause de trésorerie, si ça ne convient pas. Donc, il faut aussi encadrer ce cas-là. Et le fait d'être avec un contrat externe, c'est beaucoup plus facile de mettre fin à celui-ci. Et puis, c'est aussi beaucoup plus souple si on a besoin d'étaler la chose, si on a besoin de changer. Les projets changent fréquemment en cours de route et c'est une flexibilité qui est aussi plébiscitée. Et encore une fois, la productivité qui est en lien avec la réactivité. Puisqu'on fait appel à une entreprise externe qui maîtrise le sujet, on va être beaucoup plus capable, nous, de nous concentrer sur notre cœur de métier au centre de l'entreprise. Et puis, on va faire appel à quelqu'un qui va pouvoir vraiment voir le projet de A à Z dans sa globalité et le faire avancer avec des jalons et des livrables bien fixés. Donc voilà les 5 bénéfices qui sont assez fréquemment cités, qui sont logiques et qu'on peut mettre en avant aujourd'hui. On va passer maintenant sur les bénéfices pour le dirigeant, pour les détailler un petit peu plus, et notamment ceux qui peuvent être pas forcément évident. Comme tout à l'heure, on évoquait un gain d'argent. La première réponse, c'est de se dire, mais attends, ça coûte cher. Et en fait, quand on fait vraiment le calcul, que si on l'avait fait moi-même, si on avait recruté, si on avait, voilà, les entreprises font un constat de plus 33% en termes d'économie. Mais on va pas s'arrêter là-dessus. On va surtout regarder maintenant, aujourd'hui, si on imagine la situation telle que Covid, qu'est-ce que je peux bénéficier grâce à l'externalisation? La première chose que je peux bénéficier, moi, dirigeant, c'est un gain de temps. Évidemment, je peux aller beaucoup plus vite parce que je vais avoir quelqu'un qui va faire preuve d'efficacité et qui va me conduire vers la réussite. Donc, quand on parle d'une question de stratégie ou d'analyse de résultats, par exemple, en passant par le plan d'action, on va avoir du coup vraiment une visibilité très précise du projet et on va pouvoir avoir des deadlines, des livrables
de la stratégie, l'élaboration jusqu'à l'exécution, qui est prise en charge par l'intervenant. Donc, ça va beaucoup plus vite. On n'est pas en permanence perturbé par son quotidien. L'intervenant externe, il ne vient, il n'est focalisé que là-dessus et il n'a pas à gérer les autres sujets que le dirigeant doit gérer. Donc, ça permet d'aller plus vite et ça permet aussi de décider si on doit couper une étape, si on doit rallonger une certaine chose, parce qu'on va pouvoir décider aussi à la carte qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et bien sûr, le dirigeant reste en contrôle, c'est lui qui supervise les avancées. Il n'y a pas non plus toujours forcément quelqu'un qui va tout faire dans son coin. Non, il y a une communication, il y a un échange, et ça permet vraiment, en règle générale, d'avoir une collaboration et quelque chose qui est vraiment efficace entre les deux parties. D'ailleurs, c'est ce qu'on va un petit peu voir dans le bénéfice numéro 2. Cette notion de gain de temps est vraiment liée à cette notion de conseil. Comme il n'est pas possible d'être à la pointe sur tous les sujets, et c'est aussi une force du dirigeant de savoir le reconnaître et de savoir s'entourer des meilleurs, eh bien, on peut aller plus vite en faisant appel à quelqu'un qui maîtrise. Et comme ce n'est pas le job d'un entrepreneur de tout manager, de tout savoir faire, on bénéficie des conseils efficaces et on peut aller rapidement au cœur du problème, au cœur du sujet. Donc ça, c'est vraiment important et c'est ce qui est souvent mis en avant. Vous le voyez, les consultants, mais les experts ou les sociétés à l'externalisation se spécialisent, montrent vraiment leur excellence dans leur domaine et ce qui permet d'avoir un conseil de qualité. On n'échappe pas à la règle chez Akigora, on vous propose des profils qui sont spécialistes de leur domaine et qui justifient une expérience sur ce domaine-là. Ce qui permet vraiment de garder une vision en tant que chef d'entreprise et une stratégie globale de son projet, tout en ayant des sous-livrables, des sous-projets qui vont être maîtrisés de main de maître par quelqu'un qui est en charge d'apporter une parfaite exécution sur son domaine. Donc voilà le deuxième bénéfice qu'on retire, c'est vraiment le conseil. Un truc qui est souvent sous-estimé, c'est qu'on peut du coup vraiment s'appuyer sur quelqu'un, une nouvelle relation qui va être sécurisante sur un domaine ou une fonction de l'entreprise. Et ça fait vraiment du bien de pouvoir se reposer, s'appuyer sur quelqu'un qui est là pour et uniquement pour le service de l'entreprise et faire en sorte que celle-ci puisse accaparer de nouvelles connaissances ou développer un nouveau projet. Donc ça, c'est vraiment souvent quelque chose qu'on observe, une relation de confiance qui se crée et des fois des relations d'amitié qui en naissent. Et c'est pas à négliger puisque on peut enfin avoir cette rupture avec l'isolement de l'entrepreneur qu'on évoque souvent. Et on a notamment des experts qui deviennent souvent des alliés et qui peuvent intervenir au moment opportun, faire des rappels, revenir des fois en temps partagé, vraiment du bien pour pouvoir sécuriser une relation efficace et professionnelle. En quatrième bénéfice désormais, ça peut être intéressant aussi de souligner la notion de prise de recul, comme en cette situation particulière. Hein. Moi, le premier, je suis vraiment la tête dans le guidon pour essayer de maintenir le business à flot. Des fois, avoir quelqu'un qui vient et qui permet d'apporter ça fait prendre de la hauteur, ça permet de revoir la stratégie, ça peut permettre d'ajuster un petit peu la vision et sortir de cette tête du guidon, puisque on a, quand on fait appel à un externe plusieurs externes hein, sur une fonction, on a un rôle de conseiller qui est opérationnel et qui est aussi très pratico-pratique, ce qui permet de reprendre un petit peu de hauteur, un peu de distance, et puis mieux revoir la copie et aussi challenger ses convictions, challenger sa façon de faire et progresser. Voilà. Un autre bénéfice qu'on peut... Et bien sûr, puisque tous ces bénéfices sont corrélés, tous sont liés les uns avec les autres, c'est avant tout ce que va chercher des entreprises dans l'industrie, ce qu'on va observer dans des entreprises actuellement sur la logistique, c'est un gain en productivité, puisqu'on gagne en flexibilité avec la notion de contractualisation et on gagne, comme je disais tout à l'heure, en termes d'efficacité et de rapidité. L'activité, c'est pas une chose à négliger, puisque c'est un engagement maîtrisé, c'est un budget décidé en amont, ce qui permet vraiment de voir plus loin et ne pas s'engouffrer dans une situation qu'on ne maîtrise pas et qui est un petit peu compliquée à gérer par la suite. Donc souvent, ce qu'on observe aussi, et ce qui a été par exemple prix pratique et qui a été reconduit, c'est cette notion de décider volontairement d'externaliser certaines fonctions pour éviter d'avoir
de mauvaises situations en cas de crise, en cas de bulle. Et on n'espère pas évidemment que la situation de 2020 dans une crise avec un chômage qui perdure trop. Néanmoins, il faut aussi l'anticiper et le voir, c'est que la possibilité d'externaliser permet d'éviter certaines mauvaises aventures et désillusions en termes de personnel et de risques sociaux, avec une notion allégée. Et puis bien sûr, quand on parle du bilan comptable, c'est vraiment très important aussi de savoir dissocier et de pouvoir avoir poche gauche, poche droite qui sont clairement affectées. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir du texte, puisque j'ai déjà pas mal parlé, et je vais repasser la parole à Patrick. Patrick, on est en décalé. Excusez-moi, j'ai suivi les mauvais exemples de Guillaume. Nous allons aborder les solutions ou des exemples de solutions pour les entreprises, car chaque entreprise a son cas particulier. Barbara? Ça y est. Ah oui, merci. Donc, ce sont que des exemples. Comme je le disais, chaque entreprise étant dans un cas spécifique. Mais il s'agit de prendre du recul parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, le dirigeant d'entreprise, voire ses managers, sont la tête dans le guidon pour développer le business, essayer d'organiser. Donc, cela permet aussi de faire j'aime pas tellement le terme audit, mais une analyse des ressources notamment, d'aider le dirigeant à hiérarchiser les actions entre les prioritaires et celles qui peuvent attendre demain, enfin qui ne sont pas directement liées au business ou à la production. Aider la direction à communiquer la vision du présent pour le lendemain et la suite des événements. Un point important, je dirais qui est presque mon dada, qui est l'évaluation de la trésorerie, et c'est particulièrement après cette situation de Covid-19, de confinement, pour sécuriser tout ce qui est relance, finance et rentrée du cash. Il peut y avoir aussi, mais ce n'est qu'un exemple, un accompagnement de licenciement individuel sur des cas qui sont parfois particulièrement compliqués à prendre, puisque un dirigeant n'aime jamais licencier, enfin, un vrai en tout cas. Ça se fait par la contrainte et souvent pour sauver l'entreprise. Ça peut être après, une fois la phase d'audit, des aides à la décision. Il peut y avoir, on a parlé de conseils qui peuvent avoir lieu en direction à temps partagé, quand l'entreprise n'a pas forcément besoin. Je prends l'exemple que je connais bien d'un directeur financier à plein temps, pour une petite PME par exemple. Donc ça peut être un accompagnement d'une demi-journée pendant une certaine période, et puis après, la société prendra ses décisions. Il peut y avoir aussi des passages en revue des niveaux de difficulté, de mettre en place des systèmes qu'on va appeler d'alarme et de propositions, une fois l'alarme tirée, de stratégies pour résoudre le problème, et tout ça dans le but de pérenniser, et je rajouterai surtout de développer l'entreprise. Alors en fait, une fois que l'entreprise a pris ce recul, malgré le feu, ce qu'on peut faire, c'est apporter des ventes au galop. Parce que souvent, la première réaction qu'ont les chefs d'entreprise, c'est de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est redémarrer nos ventes au maximum. Je pense que si on veut redémarrer ses ventes au mieux, il faut déjà que la première étape soit validée pour savoir où on peut aller et comment on peut y aller. Et après, effectivement, le commerce prend le relais. Et sous forme de diagnostic, donc on peut dire audit, diagnostic, analyse selon ce qui paraît le plus pertinent, selon où on en est aussi dans les projets, et de mettre en place des outils qui soient simples à gérer et peu coûteux. Parce qu'on imagine à chaque fois qu'il y a un intervenant que ça va forcément être complexe, ce qui n'est pas du tout le cas. Au contraire, il va être là pour vous aider à simplifier au maximum votre entreprise. Donc, au niveau de commerce, il va pouvoir analyser de nouveau, proposer des plans d'action commerciales à très court terme, parce qu'actuellement, c'est le besoin qu'on a, c'est des très courts termes, ou avec des nouveaux business models. Mais ça peut se faire aussi en plusieurs étapes. Ça peut être à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça peut se faire aussi bien dans la partie commerce que dans les autres domaines. Une action encadrée avec des suggestions de nouveaux marchés, des innovations produits,
parce que là, on est resté un peu sur les missions Covid-19, et souvent, c'est ce qui est recherché de la part d'un intervenant externe, c'est de relancer les nouveaux produits. On dit même actuellement que les intervenants externes sont là pour aider à trouver une solution pour vendre ce qu'on a, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du stock, qui ont stocké depuis les 2 mois, parce qu'il y en a certains qui ont continué à produire. Et donc, comment évacuer rapidement ces stocks pour pouvoir générer rapidement du chiffre d'affaires et donc rentabiliser l'entreprise. Pour cela, souvent, on a besoin en amont que le marketing intervienne pour améliorer la visibilité de l'entreprise, pour que l'entreprise soit plus forte en termes de visibilité, accélérer la relance, ce qu'on appelle le go-to-market, c'est vraiment de donner un coup de boost à l'entreprise. Et quand on a une bonne visibilité, un bon positionnement de l'entreprise par rapport au marché, par rapport à ses concurrents, par rapport à ses fournisseurs, généralement, vous gagnez énormément de temps et c'est parfois des interventions de 2-3 jours qui vous permettent de vous éclaircir par rapport à ça. Et bien sûr, ce qui va se passer, c'est que vous allez générer des leads. Et ça, c'est la toute première fonction que vous allez avoir une fois que vous aurez bien positionné vos produits dans l'entreprise et votre entreprise dans son cœur de métier. Ensuite, la partie opérationnelle. Là, ce sont des interventions, parce qu'autant ce que vous proposez au préalable, Patrick, sont des interventions qui sont plus dans la durée, avec une gestion qui est contractuelle. Et là, on est plus sur une gestion choc opérationnelle, avec le rôle vraiment opérationnel de l'expert ponctuel. Donc là, on fait un état des lieux externalisé, parce qu'effectivement, on a nos difficultés internes à l'entreprise, mais l'avantage du recul de l'expert, c'est que l'expert va pouvoir voir ce que sont devenus les clients, comment adapter les outils de production, l'impact du chômage partiel. Parce qu'une des premières choses que doivent faire les commerciaux là en sortie de cette semaine, en sortie de confinement, c'est d'appeler leurs clients et de savoir où ils en sont, avant de vouloir leur vendre absolument les produits. Donc là, l'expert peut les guider aussi dans ce sens. C'est de leur dire, ben voilà, faites un point. Et donc, vous avez un questionnaire, un audit qui peut se faire avec les clients. Et cet audit peut être vraiment précieux parce qu'en fait, le client ne se voit pas comme une vache à lait, mais comme un partenaire. Et ça, c'est important. Un retour d'expérience client, parce que pour une source d'information fiable pour l'équipe de vente. Souvent, des experts peuvent aller d'eux-mêmes, comme un audit, comme un diagnostic, voir le client et discuter avec le client. Donc le client ne voit pas une vente, voit vraiment un dialogue qui va se mettre en place et c'est très apprécié. Et à ce moment-là, l'externe va pouvoir accompagner et mettre vraiment votre entreprise en image positive et en même temps trouver des solutions. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi un très bon positionnement avec un parcours client renforcé pour fidéliser les clients qui sont actuellement, qui fonctionnent, parce qu'il y a aussi des choses qui marchent, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et en faire du plus, et donc d'aller chercher des nouveaux leads, et aller chercher des nouveaux clients et des nouveaux canaux et des nouveaux marchés. Donc, voilà. Je repasse la main à Guillaume. Non, si, à Guillaume. C'est par rapport à un témoignage. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. On a pu voir un petit peu la situation actuelle, on a pu voir les principalement concernés, on a pu voir ensuite pourquoi les entreprises avaient l'habitude de faire appel à l'externalisation, quelles questions on a pu voir les bénéfices et les raisons de faire appel à des professionnels de l'extérieur. On s'est dit quoi de mieux désormais pour compléter cette vision globale sur l'externalisation qu'un témoignage et qu'une recommandation. Alors c'est moi qui prends la parole plutôt que Patrick parce que voilà par modestie il va pas non plus si j'ai trop de fleurs, mais on voulait vraiment vous faire partager ce témoignage qu'on a eu récemment, le mois dernier, de la part d'un de nos clients sur l'intervention de Patrick. Et pour nous, c'est signe que ça s'est évidemment très bien passé. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'externe soit au service de l'entreprise, qui lui permette vraiment de se développer et de résoudre une problématique ponctuelle si c'était le cas, comme c'était là ici. Donc vraiment, nous, on veut aujourd'hui souligner l'intérêt que ça a d'externaliser. Ce n'est pas une systématisation, c'est pas forcément, quel que soit le sujet, il faut externaliser, bien sûr que non. Les questions et les exemples qu'on vous a présentés aujourd'hui peuvent vous aider dans cette réflexion. En tout cas, ce qu'il peut avoir comme et là, c'est très concret. C'est une entreprise qui est de la région bordelaise et qui avait fait appel à Patrick pour ses compétences sur le plan administratif et financier, puisqu'il avait déjà vécu une situation que rencontrait
le chef d'entreprise, et c'est pour ça qu'on les a mis en relation. Et en seulement quelques heures, avec l'écoute, avec une solution sur mesure adaptée, Patrick a su attirer l'attention sur des sujets qui étaient vraiment pas forcément visibles immédiatement par l'entrepreneur, et a pu ainsi pouvoir apporter un maximum d'efficacité et de sujets pertinents pour qu'ils puissent avoir... Bon. Évidemment, ce qui est aussi intéressant et à ne surtout pas oublier, c'est que dans toutes ces relations, il y a un fort côté humain qui joue. Il y a les compétences, il y a le savoir-faire, mais il y a aussi les savoir-être. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'il faut anticiper avant de commencer une relation, parce qu'il faut que ça matche, clairement. Nous, on fait très, très attention à cela et c'est vraiment quelque chose qui est très clé. Donc, quand on a le bon combo, si je peux me permettre, compétences, savoir-faire, savoir-être, et puis aussi alchimie avec le contexte, le moment, ça donne des situations comme celle-ci. Donc, on voulait vous la partager un petit peu pour voir ce qui est capable de retirer d'une situation qui pouvait paraître un petit peu compliquée au début, puis en final, qui ressort comme une force. Au nom de ce client, encore merci Patrick. Merci aussi pour nous accompagner aujourd'hui. Et puis, on ne va pas trop non plus se lancer des fleurs. Je laisse Barbara continuer sur la suite de la présentation. Alors, lancer des fleurs, non, mais je tiens juste à dire une chose. J'avais le client, quand je l'avais eu, il était vraiment pas bien. Il dormait plus la nuit depuis à peu près un mois. Et quand je l'ai eu, il m'a expliqué la situation. Il m'a dit là, je ne sais pas comment je vais faire et je suis vraiment catastrophée. Et suite à l'intervention de Patrick, il a repris la banane. Et quand on a des réussites comme ça, franchement, ça fait plaisir. Et ça, on apprécie. Je voulais juste souligner ça. Ça paraît un détail, mais pour nous, là, on est en réussite quand on a ce retour client. Donc, comment se déroule une mission? Donc, une mission, elle se déroule souvent en 3 étapes. La première chose, c'est de définir et d'affiner le besoin. Parce que souvent, je vous donne un exemple concret. On a un besoin, j'ai un client qui va me dire, moi, ce que je veux, c'est relancer mes ventes. Puis finalement, on se rend compte qu'il y a un besoin en amont du marketing pour juste repositionner l'entreprise et naturellement, les ventes font en découler. Donc, c'est vraiment ce rôle qu'on peut avoir en amont, vérifier qu'on est sur la bonne demande et bien définir le besoin. Et donc, rechercher l'intervenant qui va correspondre pour répondre à ce besoin et pour être en accompagnement plein. La deuxième chose, ça va être la rencontre entre l'externe, l'intervenant, l'expert et le chef d'entreprise. Pour moi, c'est souvent, je le dis en rigolant, quand je forme les commerciaux, quand ils arrivent chez nous, je leur dis souvent, il faut que ça soit une rencontre amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance qui se met en place dès le départ. Et donc, souvent, on fait nos mises en relation en 2 temps. Un premier temps où il y a un effet diagnostic, audit, où il y a un partage. Et ensuite, dans un deuxième temps, on avance. Donc là, on va pouvoir voir dans cet effet rencontre aussi de mettre en place un plan d'action avec les livrables prévus pour pouvoir confirmer qu'on est bien dans les attentes du chef d'entreprise. Et la dernière chose, c'est la mise en action avec un suivi opérationnel qui va se faire dans le temps nécessaire et qui va permettre d'être le plus efficace possible. Dans tous ces cas de figure, la chose qui est la plus importante, c'est d'être vraiment en sur-mesure pour l'entreprise. Car souvent, on se rend compte que chaque rendez-vous est différent et que chaque demande des entreprises est différente. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Parce que selon le contexte, selon aussi la façon de vivre de l'entreprise et la façon de l'environnement dans lequel on peut être, hein, au-delà du contexte, eh ben, c'est toujours différent. Et donc, on s'y adapte. Donc, on a voulu vous présenter un modèle économique, alors pas pour vous agresser financièrement, bien au contraire, c'est que souvent, l'image qu'on a, c'est qu'un intervenant externe, extrêmement cher. Dès qu'on va faire venir un intervenant, ça va nous coûter cher et en plus de ça, pour quelle rentabilité? C'est une des premières questions que se pose le chef d'entreprise. C'est pour ça qu'on vous parlait de questions tout à l'heure. En réalité, lorsque l'expert va intervenir, le coût est moindre par rapport aux bénéfices que vous allez en avoir. Dans le cas du Covid-19, si vous considérez une intervention de 4 jours, qui généralement en plus ne se produit pas en one shot, en quelques jours, c'est souvent que ça se dilue sur les 2 mois. En fonction des besoins du chef d'entreprise et en fonction des besoins de l'expert, ils vont trouver ensemble comment bien matcher et avancer. Et sachant que l'expert va guider aussi le chef d'entreprise par rapport à ça. Et donc là, ça peut représenter un budget de 3 200 € hors taxe pour 4 jours, ce qui n'est pas un budget excessif par rapport aux bénéfices qu'on va avoir. Mais il n'y a pas que ça.
avant de contractualiser, il faut vérifier au niveau de l'externe s'il est bien en mode indépendant, s'il est bien assuré, s'il est bien certifié, parce que dans le cas échéant, il y a besoin que la personne soit certifiée. Et ça peut être aussi dans le cadre des OPCO. Si la personne a été recommandée, parce que souvent le chef d'entreprise ne connaît pas, donc du coup il a besoin d'avoir des garanties pour savoir s'il va pouvoir travailler avec cet expert. Et surtout, il va falloir avoir un devis de base avec les conditions de vente, de façon à être vraiment explicite dans l'intervention qui va se faire. Et ça, c'est ce qui se fait sur la phase en amont des 3 étapes la deuxième étape que j'ai pu vous montrer. Voilà. Donc l'objectif vraiment qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est qu'on soit, quoi qu'il arrive, gagnant-gagnant, aussi bien pour l'expert que pour l'entreprise, et qu'il y ait une réussite pour tout le monde. On arrive au bout. Guillaume, je te redonne la main par rapport à tous les intervenants avec lesquels on peut travailler. Externe. Je pense que Guillaume est en train de reprendre son micro. Donc on intervient on a de nombreuses sociétés avec qui on collabore, mais on a aussi des partenariats sur différents domaines, que ce soit Pôle emploi, que ce soit Réseau Entreprendre. Guillaume a gagné le concours en 2018 par rapport à l'innovation, les BPI France, French Tech. En fait, c'est de dire qu'actuellement, c'est un sujet très ouvert et un sujet très demandé, l'externalisation, et c'est ce qui fait qu'il y a autant d'intervenants dans ce domaine. On t'a récupéré, Guillaume? Merci. Oui, il y a toujours ce petit temps de latence au décrochage. Merci Barbara. Oui, alors c'était juste pour vous donner une petite indication en ce moment d'entreprises et d'institutions qui nous font confiance chez Akigora pour aussi appuyer nos propos. J'espère que cette petite heure passée ensemble et vous apporte des éléments et est riche. Voilà, nous on voulait vous montrer que c'est pas réservé qu'aux grands groupes. Vous pouvez voir ici sur les entreprises citées qu'il y en a beaucoup qui sont de taille moyenne ou voire petite taille. On a quelques startups, on a quelques grands groupes, on a des entreprises petite taille mais qui ont un gros vécu. Et puis on a la chance d'avoir des partenariats avec Pôle emploi, l'APEC. On a le réseau Entreprendre qui nous suit, comme disait Barbara. On a BPI France aussi qui nous fait confiance. On est membre de la French Tech Bordeaux. On est bien sûr membre du MEDEF et du club d'entreprise de Bordeaux. Voilà, l'idée c'était de vous montrer un petit peu le travail. Et il y a des univers très très variés. On peut parler du Bélier dans l'industrie, on peut parler de Mélotrex dans la logistique, on a des écoles de commerce comme on vous disait, on a des centres de formation aussi qui font appel à nous, on a des entreprises qui font appel à nous pour du conseil ponctuel, de la longue durée, du recrutement désormais et du temps partagé. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, je crois que c'est la slide d'après d'ailleurs, sur cette présentation, sur d'autres sujets qu'on a peut-être forcément abordés, que vous auriez aimé évoquer. On est vraiment disponible désormais pour cette session de questions-réponses si vous en avez quelques-unes, en espérant qu'on n'aura pas trop de latence entre les différentes réponses à cause de mon micro. Alors, je me permets de reprendre la main. J'ai déjà une question, comme ça laisse le temps à toutes les personnes de poser d'autres questions. Comment sélectionnez-vous les experts? Peut-être une petite précision, même si vous en avez déjà parlé sur ça. Oui, alors je vais reprendre la main puisque c'est mon travail avec Olivia. Nous sommes 2 personnes sur la partie recrutement des experts, quand Barbara est focalisée sur la partie entreprise, et puis on a une autre partie dans l'entreprise Akigora sur la technique, sur notre plateforme. La première chose que l'on fait, c'est que on met une barrière entre guillemets. On ne prend que des profils qui ont plus d'1 ans d'expérience dans leur cœur de métier et qui souhaitent partager leur savoir-faire sur leur cœur de métier pour vraiment avoir cette première légitimité. Ça, c'est la première chose. On a baissé la barrière de 20 ans à 10 ans sur certains domaines comme l'informatique et les nouvelles technologies, mais notre cœur de métier reste sur les fonctions, on va dire, traditionnelles. Et donc ça, c'est la première règle. Là, ensuite, chaque profil qui s'inscrit sur Akigora est sommé de renseigner un profil complet, avec non pas juste un CV, mais un CV qui va expliquer ses expériences, mais aussi ses compétences, ses savoir-faire, ses savoir-être, et on lui demande une description de qui il est, pourquoi il en est là, qu'est-ce qui l'éclate, comment il s'épanouit au travers de ses missions, et puis un descriptif de mission. Une fois que ce profil est suffisamment renseigné, on a un entretien avec chacun des experts. On a créé un processus avec un directeur
RH pour bien s'assurer qu'on arrive en une demi-heure, 3/4 d'heure par téléphone ou visio à poser les bonnes questions et savoir si on est dans la même façon de voir les choses, si on partage les mêmes valeurs. Parce que comme on l'expliquait à nous, on prendra très à cœur et on est là pour faire du partage, on est là pour avoir des gens avec passion, parce que sans passion, je pense qu'il n'est pas possible de faire grand-chose, et on ne met jamais la responsabilité, on veut vraiment faire les choses carrées. Une fois que cet entretien-là est passé, ensuite, on a quelques temps après un entretien numéro 2 qui est planifié, non pas avec nous, parce que Guillaume ou Olivia, on n'est pas expert en finance, on n'est pas expert dans le domaine, donc on n'est pas capable de juger. On va faire intervenir un expert référent qui va pouvoir poser aussi des questions, faire une étude de cas, qui va pouvoir dire, OK, je donne mon tampon ou pas. Le processus de recrutement à Kigora. Ensuite, nous, vraiment, ce qui est important, c'est aussi la notion de recommandation. Donc, on invite les experts qui s'inscrivent à demander des recommandations d'anciens collègues, d'anciens collaborateurs ou d'anciens clients. Et après, pour s'assurer aussi toujours d'un service de qualité, quand une mission est effectuée chez Akigora, il y a un débrief, bien évidemment, avec une évaluation que l'on va prochainement d'ailleurs mettre visible sur la plateforme. Pour l'instant, ça n'était pas le cas. Les fameuses petites étoiles ne sont pas attribuées sur les profils, mais bientôt ça va être mis en place parce qu'on est vraiment dans une attitude de transparence et de verrouiller à tout niveau la qualité de nos prestations par des experts qui sont légitimes sur le sujet, avec une expérience et avec la bonne pédagogie et les bons savoir-être qui font que ça va être efficace. Voilà un petit peu le processus qu'on a mis en place pour avoir un maximum de qualité auprès de nos clients. J'ai tué tout le monde. j'ai pris trop longtemps la parole. Pardon. Je m'emballe un peu quand on parle des experts et des services et de la qualité. On est en train d'essayer de toujours améliorer ce processus de recrutement pour que ça soit plus fluide, plus dynamique, pour éviter aussi des fois d'avoir à recopier sur la plateforme son CV ou son profil LinkedIn. Mais on a ça. Sinon, ce que je peux continuer d'évoquer aussi, c'est que on essaye d'avoir un maximum de qualité, de compétences représentées au travers de notre vivier. Là, on est content d'avoir aujourd'hui à peu près 500 experts sur la plateforme. On ne souhaite pas aller à 10 000 experts trop vite, puisque bien sûr, même si demain la volonté d'Akigora, c'est de couvrir tout type de secteur, tout type de demande, pour l'instant, on veut croître voilà, step by step, parce que notre focus, c'est vraiment la qualité, c'est vraiment le sérieux. Et si on est en disant, voilà, on fait tout de suite maintenant, je pense qu'on va perdre un petit peu en crédibilité et que ça sera compliqué. Donc, aujourd'hui, on a des fonctions qui sont très bien représentées et en fonction des demandes clients, des fois, quand on l'a pas dans notre vivier, ben, on se met en recherche et là, on active notre réseau. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir des partenariats avec des institutions, des associations, des écoles aussi, puisqu'on a accès à des réseaux d'anciens élèves, ce qui nous permet, si on n'a pas la personne ou l'expert adapté au moment T, de réagir très très vite et de pouvoir proposer quelqu'un. Donc on a aussi ce service désormais de recherche d'experts quand c'est en dehors du vivier Akigora. Alors, c'était une des questions justement. Si vous avez une demande, mais pas les compétences dans vos experts, allez-vous chercher la compétence ou ne pas prendre la mission. Donc, tu viens d'y répondre, Guillaume. J'ai une autre question. Alors, je peux peut-être rajouter une petite précision. Okay. Vas-y. Je vais juste rajouter certains domaines qu'on admet ne pas maîtriser. Typiquement, aujourd'hui, vous me demandez de l'aide sur le nucléaire, sur des missions qui pourraient toucher à la garantie décennale dans le BTP. On ne va pas s'engager là-dessus parce qu'on pense pertinent et voilà, on se concentre vraiment sur nos forces. Dernièrement, on nous a demandé le voltaïque que l'on n'avait pas. Ça, par contre, on a été capable d'y répondre. Mais il y a certaines demandes qui restent un petit peu trop précises, un petit peu trop spécifiques, et on ne veut surtout pas usurper des fonctions qui ne sont pas les. On reste quand même confiné dans un secteur qui est le nôtre, et aujourd'hui, on reste aussi sur un territoire qui est privilégié, qui est la Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Merci. Alors, j'ai une question que je n'ai pas très bien compris sur quiz de l'accompagnement sur les sujets de protection sociale. Les mutuelles ont-elles leur carte à jouer sur la gestion de la ressource humaine? J'ai pas. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Manque un élément de réponse. Alors, quid de la protection sociale? On a quelques profils qui interviennent en ce moment même sur des thèmes globales RSE, RH.
Voilà ce que je vais reprendre en premier complément. Bien sûr que les assurances sont très sollicitées en cette période extrême. Je pense qu'il y a sûrement une thématique mutuelle. Maintenant, comme toi, Véronique, je suis pas sûr de bien cerner la complexité de cette question. Je ne vais pas dire de bêtises parce que voilà, on essaie de parler chez Akigora de ce qu'on connaît et pas de ce qu'on connaît pas. On a fait l'effort hier, pas plus tard qu'hier, de rassembler quelques informations sur le déconfinement qu'on a publié auprès de nos entreprises et de nos partenaires. Donc ça permettait notamment d'évoquer toutes les fonds de soutien, toutes les solutions mises en place par la région, par l'État, par même la métropole de Bordeaux. Mais j'ai pas de sujet récemment sur la partie mutuelle, donc je peux pas me Alors, j'ai une petite précision. Positionner personnellement. La précision de la question, la priorité est-elle celle d'optimiser la prévention RSE-RH? Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Alors, il y a une Guillaume, je vais intervenir parce que ça fait aussi partie un peu Très bien. de mon domaine. Tout ce qui est prévention, etc., et les mutuelles font partie de la politique, enfin, dans ma conception, de la politique RH. Et c'est un outil qui est souvent bien accueilli. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Au cas où, de toute façon, on donnera les coordonnées et puis pour un échange peut-être plus privé parce que ça mérite précision. Ok. Mais alors, effectivement, j'ai un commentaire, vous vous débrouillez bien sur ce sujet difficile. Voilà. Réponse de la personne qui vous a sollicité. Donc, j'ai une dernière question. Qui fixe le prix de la mission pour l'intervention sur l'externalisation? Ah. Sujet très important, effectivement. Nous, je me permets de répondre. Merci, Barbara. Tu pourras peut-être me compléter parce que je pense que tu es vraiment confronté à cette situation au quotidien. Nous, ce qu'on a voulu vraiment définir comme mode de fonctionnement, c'est que nous, on est là pour aider l'entreprise à trouver la bonne personne. Une fois que l'entreprise et l'expert sont en relation, c'est ensemble qu'ils vont fixer la prestation. C'est absolument pas notre rôle, nous, à Akigora, puisque même si on pose des questions, qu'on fait un premier mini diagnostic de situation pour bien comprendre, bien s'approprier le sujet, nous ne serons pas en mesure de dire c'est une mission qui va représenter 2, 3, 4 jours de travail. Il faut aussi creuser là, il faut aussi gratter là. Donc c'est vraiment en échangeant et avec une écoute active de l'expert que l'expert et l'entreprise ensemble sur un devis et sur une prestation. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas chez Akigora, on n'a pas de tarifs donnés d'avance. On n'a pas voilà. Donc ce que vous a montré tout à l'heure, typiquement, c'est un exemple. C'est un prix moyen qu'on a souhaité mettre en avant, mais c'est vraiment la responsabilité de l'expert de s'engager sur les coûts et c'est en fonction des besoins évoqués par l'entreprise parce qu'il n'y a pas de package tout fait. C'est vraiment à chaque fois du sur-mesure. Comment on fonctionne? Si tu souhaites préciser un petit peu plus, Barbara, je t'en prie. Non, très bien. Non, c'est exactement ça. On est vraiment sur des missions avec des entreprises de toute taille, de tout type. Du coup, des fois, en fait, on va arriver avec un problème. On va se dire, oula, il y a énormément de choses à traiter, il faudrait faire ça, ça, ça. Mais aujourd'hui, la priorité de l'entreprise, c'est peut-être d'abord résoudre cette petite partie du problème, puis pour le suite, on verra pour la suite après. Donc, il faut avoir aussi cette capacité à être voilà, juste. Et c'est aussi pour ça qu'on est reconnu et que ça se passe bien. Je dirais que je n'ai pas vendre, ça marche pas. Les externes ont très vite compris. C'est assez rare, je pense, même si c'est une crainte commune, c'est quand même assez rare d'avoir quelqu'un qui vient et qui vend des choses à tire-larigot au dos avec pareil un chiffrage à la carte en fonction de la taille de l'entreprise en face. Ça, je pense que c'est des pratiques qui sont désormais obsolètes, finies, révolues. Désormais, c'est vraiment une situation au cas par cas, l'écoute active et qui va faire qu'on va essayer d'accompagner. Et ce terme accompagnement, il est vraiment en mode bras droit, comme on disait tout à l'heure, il est vraiment en mode compréhensif et les tarifs, certes, restent avec force parce que c'est important aussi d'avoir une valeur à la mission, à l'accompagnement, ça a un prix, ça signifie aussi un gage de qualité. Et
Aujourd'hui, ce prix-là, il est en fonction de chaque mission et en fonction de chaque expert. Nous, on ne mettra jamais un prix à la place de l'autre. Et je compléterai juste une chose, c'est qu'en fait, en général, des tarifs qui sont tout à fait raisonnables. Et la priorité de l'expert, c'est de présenter une mission, savoir quelle est la solution qu'il peut présenter à l'entreprise. Et en second, on parle de tarifs. On n'est pas tout de suite sur la partie tarif. On est d'abord sur le fait de résoudre un problème et de voir comment on peut le résoudre. Comme disait si bien Guillaume tout à l'heure, ça va guider après le nombre de jours de mission qu'il peut y avoir. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop de difficultés par rapport à ça. En général, tout le monde retrouve une justesse par rapport à ça. Alors, j'ai une autre question. On peut considérer que ça sera la dernière. Comment vous fidélisez vos experts? On les emmène avec nous en visioconférence au MEDEF. Non, en fait, aujourd'hui, on fidélise nos experts et c'est un chantier pour nous en constante réflexion, en constante progression. On va rappeler que chez Akigora, on n'a que quelques années d'existence, on est encore jeune. Aujourd'hui, on est content d'avoir un très très beau taux de rétention de nos experts qui restent avec nous, parce que on leur apporte des services, on leur apporte des informations, on leur apporte du soutien, on leur apporte des actions. On continue toujours d'enrichir ce qui pour nous est important, puisqu'on est bien sûr au service des entreprises, c'est elles qui nous font vivre, puisque chez Akigora, nous on se nourrit par une commission sur la prestation réalisée par l'expert. Donc comment on les fidélise? Tout simplement, ils savent qu'en étant chez Akigora, ça leur coûte rien. On est un apporteur d'affaires, donc on se rémunère uniquement au succès. Déjà, c'est pas de se dire j'ai une fenêtre de visibilité gratuite. On a ensuite, comme je vous disais, des formations si en place avec AXA, un partenariat exclusif qui fait que toutes les missions assurées par Akigora sont assurées. Donc ça fait du bien aussi de savoir qu'on est épaulé et que s'il y a un souci, AXA couvre jusqu'à une hauteur de 9 millions.